compte tenu de la situation, du temps et la pression, comme vous pouvez le constater. Donc, je vous dis merci. Merci beaucoup, Sidi Hichem, et désolé pour la pression, mais on a encore deux interventions qu'on ne voudrait pas rater. Donc, Madame Nargis de la BP, et je vous dis déjà que vous allez avoir une grosse pression de temps. Donc, et puis ensuite, Madame Rofaïra de la CCG, enfin de Tamwilkou. Bonsoir à tous. J'ai promis d'être brève, Inch'Allah je le serai. Donc je vais débuter la présentation pour savoir comment et pourquoi en fait les entreprises devraient se diriger vers les financements verts. Alors tout d'abord c'est pour faire une économie propre à l'entreprise qui est en moyenne de 40 à 50%. Ce que va gagner l'entreprise en termes d'économie d'énergie. Et elle va pouvoir amortir son investissement au bout de 3 à 5 ans maximum. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la Banque populaire a déjà financé près de 1 milliard de dirhams en financement vert. Donc il y a déjà un certain nombre d'entreprises de toute taille qui ont fait confiance à ce type de financement pour réduire leur facture énergétique. Alors, la Banque populaire intervient sur ce créneau à travers 3 produits et 3 partenaires. Le premier partenaire, c'est la Bird, avec une subvention qui peut aller jusqu'à 10% de l'investissement, avec Maroc PME qui qui donne des subventions qui vont jusqu'à 30% du programme d'investissement sur certains types de projets, et puis Tamwilkoum, que ma collègue va pouvoir détailler tout à l'heure. Donc, on a tous les aspects relatifs à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, et selon les partenaires, on a un type de produit ou de projets qui sont financés. Ça va de l'économie d'eau à la réduction des déchets, aux bâtiments logistiques, la dépollution, la valorisation des déchets, la production d'équipements, mais aussi l'optimisation de tous les procédés de fabrication et l'encouragement de l'industrialisation pour des produits dont l'empreinte carbone est positive. Donc, chacun des produits a un avantage bien particulier, qu'il s'agisse d'une assistance technique gratuite ou bien un retour sur investissement en cash de 10%, ou bien un cofinancement à un taux qui défie toute concurrence de 2,5% de la part de la CCG, et puis Maroc PME qui donne une prime à l'investissement de 30% du programme. Alors, en plus de ces avantages que je viens de citer, il y a un taux d'intérêt spécifiquement avantageux, il y a la gratuité des frais de dossier, également une durée de remboursement qui peut aller jusqu'à 12 ans, un financement, comme j'ai dit, bancaire, mais également des subventions et un cofinancement, et puis un accompagnement par des formations ou bien un appui technique par les différents partenaires qui sont l'AME, le cluster solaire ou bien encore la Bird pour les projets qui la concernent. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la certification. Sachez que la Banque populaire a un produit spécifique pour financer les certifications à hauteur de 1 million de dirhams et on peut accompagner, on peut financer l'étape d'accompagnement à la certification et l'étape certification en elle-même. C'est un crédit qui est remboursable jusqu'à 7 ans. On a parlé également d'export et donc je vais focaliser sur les financements à l'export. Donc, bien entendu, la Banque populaire accompagne les entreprises pour leurs exportations, qu'il s'agisse des financements, des moyens de paiement sécurisés, mais également les couvertures de risque. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez que pour les financements, il y a des produits spécifiques pour alléger la trésorerie des entreprises et leur octroyer des avances, que ce soit lorsqu'elles ont des commandes, et on peut aller jusqu'à 90% du financement de la commande, ou bien 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise à l'export, et ce financement se fait soit en dirhams, soit en devises. Ou bien, une fois que la commande a été livrée, la Banque populaire également peut octroyer une avance en attendant que vous receviez votre paiement.
Alors, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que l'ensemble des opérations à l'international aujourd'hui se déroulent à distance et via les moyens digitaux. On a la plateforme des transactions trade qui est complètement digitalisée en temps réel. On a également l'application qui permet de suivre les transferts internationaux également de bout en bout avec l'ensemble des détails et en temps réel. On a également aussi un outil de reporting qui permet de recevoir par mail le reporting détaillé et aussi le paiement en ligne des frais les droits de douane et les frais accessoires qui sont liés aux opérations d'exportation. Donc c'est un portail qui est exclusivement mis en place par la Banque Populaire en partenariat avec l'administration des douanes. Pour l'accompagnement, enfin, on a également un partenariat spécifique avec la FENIP et ses membres, avec des taux notamment d'intérêt qui sont avantageux en termes de crédit. On a également l'accompagnement des experts du trade finance à travers soit des formations qui sont assurées par les experts, soit le conseil commercial en direct pour les meilleurs montages financiers. On a également le conseil réglementaire pour tout ce qui est actualisation de la réglementation d'échange et on a également un portail qui est mis en place en partenariat avec la société Simulator qui peut vous fournir de l'information fiable d'ordre juridique, fiscal, douanier et financier. Nous avons également toutes les missions de mise en relation. Peut-être que certaines entreprises ont déjà participé, notamment en Afrique, pour des mises en relation des entreprises marocaines pour des nouveaux marchés, notamment en Afrique. Nous avons déjà réalisé 3 éditions. Et puis, tout récemment, les régionales de l'investissement, où la Banque Populaire vient au niveau de chaque région pour pouvoir identifier les opportunités d'investissement et vous les proposer. Et à ce titre, un produit spécifique a été mis en place qui s'appelle Relance de l'investissement et qui correspond parfaitement à la problématique qui a été posée tout à l'heure d'investir dans tout ce qui est aquaculture. Donc je vous remercie pour votre attention et je reste disponible en cas de questions. Merci beaucoup, c'était super, timing parfait. Et puis je passe à Rofaïra, CCG, Tamouilco, mais aujourd'hui Société Nationale. Je n'arrive plus à suivre le nom parce que vous changez tout le temps. À toi la parole. Bonsoir mesdames et messieurs. À mon tour de remercier la FENIP et SIPO pour l'invitation. Donc face au financement, il y a la garantie, mais aussi le financement et le cofinancement. Ce sont les activités de Tamouilcom que je vais présenter. Donc je commence ma présentation par une brève présentation de l'établissement. J'enchaîne par une présentation succincte des mécanismes qui sont mis en place par Tamouilcom en faveur des TPME. Tamouilcom, ou bien la Société nationale de garantie du financement de l'entreprise, la SNGFE par nom commercial Tamouilcom, c'est une société anonyme qui est détenue par l'État marocain et qui capitalise sur ses acquis historiques en tant que CCG, Caisse centrale de garantie, qui existait depuis 1949. Donc, Tamouilcom, il contribue à la levée des obstacles devant l'accès au financement des TPME ou bien des entreprises à travers des mécanismes qui remettent au verrou des garanties et ce dans une vision de partage de risques avec les établissements de financement. Donc la SNGFE, c'est une institution financière publique qui intervient ou bien qui constitue et représente l'intervenant unique en matière de garantie publique au financement à travers une panoplie de mécanismes de garantie qui épousent le cycle de vie de l'entreprise depuis la création jusqu'à la restructuration financière en passant par l'exploitation et le développement à travers des quotités de garantie qui varient de 50 jusqu'à 80% pour les entreprises qui sont promues par des femmes et ce pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Donc les mécanismes de garantie de la CCG concernent toutes les sociétés sous toutes leurs formes juridiques, les personnes physiques, les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les coopératives et j'en passe. Ces entreprises peuvent être ou bien peuvent œuvrer dans tous les secteurs d'activité sauf deux, la promotion immobilière et la pêche hauturière. Ceci dit, la filière de... Comment je lui donne la parole? Moi je suis un participant, pas quelqu'un qui
il faut que les Micro sur mute, choisissent s'il vous plaît. présentes. Micro. Merci. Alors, ceci dit, la filière de la pêche est concernée, toute la filière de la pêche est concernée par la garantie de la CCG, que ce soit la pêche côtière, artisanale, etc. Tmoilcom, il garantit aussi bien les crédits bancaires, les crédits baux, c'est-à-dire le leasing, les prêts d'honneur et les microcrédits. Avec un plafond de garantie de 20 millions de dirhams, tout concours conclu, et ce plafond peut se voir augmenter à 40 millions de dirhams en cas de société industrielle exportatrice ou bien qui œuvre dans l'économie verte et dans une condition d'amélioration de leur gouvernance. En sus de l'activité principale qui est l'activité de garantie, la Tmoilcom cofinance avec le secteur financier ou bien le secteur bancaire dans une offre thématique et concernant des secteurs qui sont stratégiques. Je cite par exemple le secteur du verre, comme ma collègue de la Banque Populaire a cité lors de sa présentation. Donc c'est le Green Invest. Alors c'est un produit de cofinancement qui peut aller jusqu'à 10 millions de dirhams. 40% du programme d'investissement qui est financé par Tmoilcom à un taux qui est très très avantageux, qui est de 2,5% et sur une durée de 12 ans avec une franchise qui peut aller jusqu'à 4 ans. Le Green Invest, il concerne tout ce qui est énergie renouvelable, dépollution, valorisation des déchets et j'en passe. Donc, parmi les autres mécanismes de cofinancement, je peux citer la ligne française qui est un produit de cofinancement qui a été élaboré et signé avec la BPI France, et ce pour encourager l'importation du matériel made in France. Il s'agit d'un cofinancement qui peut aller aussi jusqu'à 10 millions de dirhams à un taux de 2% et qui peut concerner 75% du programme d'investissement des entreprises qui veulent ou bien qui désirent importer du matériel made in France. Lors de la crise Covid, Tmoilcom avait mis, ou bien l'État marocain avait mis des mécanismes pour réduire l'impact de cette crise sur les entreprises. Je cite par exemple Daman Oxygène, avec plus de 7 milliards de dirhams de crédits qui ont été accordés. Et puis pour relancer l'activité économique, Tmoilcom avait garanti plus de 22,4 milliards de dirhams pour les entreprises qui désirent relancer leur activité économique, et ce dans le cadre de Daman Relance ou bien Relance TPE. Je vais parler du fonds Innovinvest qui concerne tout ce qui est innovation. Alors, Tmoilcom est pour servir les startups innovatrices, a mis en place un fonds qui s'appelle le fonds Innovinvest, et ce pour accompagner la startup depuis l'idée jusqu'à sa concrétisation, et ce à travers des subventions, des prêts d'honneur et aussi des crédits qui peuvent aller jusqu'à 2 millions de dirhams. Pour conclure, sans trop tarder et sans trop vous retenir plus de temps que ce qui a été fait, je vais parler du programme royal qui est le programme Telaka. Alors ce programme a été lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui concerne le financement, ou bien qui encourage les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise en leur accordant des crédits qui peuvent aller jusqu'à 1,2 million à des taux plutôt très avantageux de 2% dans le milieu urbain et 1,75 en milieu rural, avec des garanties qui ne concernent que le projet, c'est-à-dire pas de garantie personnelle, et pour tous les secteurs d'activité, sauf les 2 secteurs que j'ai cités tout au début, qui sont exclus, qui sont la promotion immobilière et la pêche hauturière. Sans trop tarder, je vous remercie, je reste libre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Roufaïra. Alors, on m'a dit qu'il y avait encore 10 minutes de présentation, donc 2 petites présentations. Monsieur Mouline n'est pas avec nous, mais Monsieur Le Houari le représente, donc de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Si Houari, vous êtes avec nous? Alors votre micro est coupé, voilà. Et oui, si vous pouviez présenter en 5 minutes, je suis désolé de vous mettre la pression, mais comme ça on s'en tient au temps imparti. Merci beaucoup. Donc je vais essayer de partager. Donc je tiens à remercier les organisateurs d'avoir associé l'AME à cette conférence. Je vais essayer de faire une présentation, partager une présentation avec vous. Je ne sais pas, alors oui, je crois que c'est ça. Est-ce que vous la voyez? Affirmatif.
Très bien. Donc, je vais essayer de montrer l'intérêt d'investir dans des projets d'économie d'énergie pour l'industrie halieutique. Et donc là, bon, rapidement, je vais passer ces slides. Quand même, l'agriculture et la pêche représentent plus de 7% de la consommation énergétique nationale, à côté du transport et du bâti. Donc, on a un objectif, c'est d'atteindre 20% à l'horizon 2030, avec des mesures qui visent particulièrement dans l'agriculture et la pêche d'atteindre une économie de 13,5% de leur consommation énergétique. Bon, en gros, comme vous le savez, oui. Donc, comme vous le savez, les principales industries sont dans le secteur, c'est l'industrie des conserves et de la congélation qui consomme beaucoup d'énergie. Et donc là, il y a un travail à faire à travers, bien sûr, les audits énergétiques, mais aussi à travers les mécanismes financiers qui sont proposés par les banques. Donc là, on a bien sûr quelques défis que l'industrie pourrait relever, principalement la réduction des coûts. Ça, c'est important pour augmenter la compétitivité. Il y a aussi tout ce qui est en matière de décarbonation de l'industrie halieutique qui pourrait être faite à partir des audits et d'énergie renouvelable, l'attractivité par rapport au marché et l'industrie 4.0. Bon, là, les audits énergétiques sont principalement, ils ont été identifiés comme les principales mesures d'économie d'énergie dans le secteur. Alors là, nous, on travaille principalement dans le secteur d'industrie, que ce soit halieutique ou autre, et de la pêche sur deux volets. Le premier volet, c'est les bateaux de pêche, mais l'autre volet, c'est l'industrie. Et donc là, on a mené un certain nombre d'actions qui visent principalement la mise en place ou bien de l'ISO 50001. C'est une norme de gestion et de l'énergie, mais aussi tout ce qui est la sensibilisation, les bonnes pratiques. On a mis en place une War Room Green Economy au sein de l'agence. L'agence, en fait, l'AME, j'ai oublié de préciser, c'est l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, et donc là, elle s'occupe de mettre en place, mettre en œuvre les mesures, et bien les programmes d'efficacité énergétique au niveau national dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, du transport et de l'agriculture et de la pêche. Et donc là, il y a aussi les performances minimales des équipements. Là, il faudrait souligner aussi ça. Nous avons mis en place un ensemble de performances minimales de certains équipements qui peuvent être utilisés dans l'industrie halieutique aussi, que ce soit les moteurs électriques, les transformateurs, les équipements de froid industriels, etc. Donc là, il y a une publication d'un décret sur les audits énergétiques obligatoires, et donc là, toutes les industries qui consomment plus de 1500 TEP sont appelées à faire un audit énergétique. En fait, l'audit énergétique, il sert à identifier quels sont les postes d'amélioration ou bien d'optimisation, de réduction de la consommation énergétique de l'entreprise, et donc là, de mettre en place des mesures à même de réduire cette dépendance et cette fracture en fait énergétique. Donc là, la War Room Green Economy, donc c'est qu'on a mis en place au sein de l'agence, elle vise à assister le secteur industriel pour les porteurs de projets. Donc là, on les assiste pour que ce soit en matière de normes, en matière de réglementation, en matière de mécanismes financiers. Je vais en parler tout à l'heure. En matière aussi comment dirais-je, de foncier, etc. Donc là, il s'agit d'accélérer la mise en œuvre, ou bien la mise en place plutôt d'industries dans le secteur. Donc voilà la War Room qui est donc la réglementation, l'approvisionnement, c'est-à-dire le marché, l'étude de marché, le foncier, l'appui financier, la formation, la normalisation. En fait, il s'agit tout simplement d'accélérer la décision d'investir dans le secteur, que ce soit halieutique ou autre, en apportant un ensemble de mécanismes, là, en donnant beaucoup plus d'informations sur le secteur, que ce soit le marché ou bien les mécanismes d'appui. Voilà, donc principalement les mécanismes financiers sont les plus demandés, puis les mécanismes de marché et de normalisation et certification. Alors là, je termine par l'offre de financement. Donc, on a eu un aperçu sur la Banque Populaire et d'autres banques qui financent tout ça. Et donc là, j'attire votre attention qu'il y a effectivement un ensemble d'appuis financiers qui existent, qui sont très diversifiés. Et donc là, on a mis en place avec le cluster donc un guide sur ça, parce que chaque offre financière dispose comment dirais-je, de conditions d'éligibilité. Donc là, il faut s'y retrouver
que ce soit pour la TPE, la PME, etc. Donc là, il y a un ensemble de conditions. Et donc là, je vous donne un exemple. Voilà, donc en fait, ces financements, il y en a qui offrent des subventions jusqu'à 30% du montant d'investissement et entre 80 et 90% du coût d'assistance technique. Et donc là, nous avons plusieurs offres de cofinancement comme la Green Invest en partenariat avec les banques marocaines. Il y a les offres en partenariat avec les institutions financières internationales, Cap Bleu, donc Banque Africa, la BMCE, la FT, la BEI. Il y a aussi la Banque Populaire avec les Green Value Chains, je crois que on a parlé tout à l'heure. La Banque Populaire, Crédit du Maroc, SGS, Société Générale, Green Economy aussi, à travers le GEF. Voilà, donc il y a beaucoup d'offres d'institutions financières, la Banque Populaire aussi pour le Green Invest, etc. Donc là, il y a ce guide qu'on a mis en place et que vous pouvez télécharger sur nos sites web. Donc voilà le lien web. Et donc là, c'est le guide de tous les mécanismes de financement qui existent. Donc vous allez vous retrouver en ce qui le concerne selon la taille de l'entreprise, selon le capital d'investissement, selon le fonds propre, etc. Donc là, il y a un ensemble de conditions que chacun pourrait se retrouver pour avoir bénéficié de cette offre de financement avec des subventions et une assistance technique presque gratuite. Voilà, et donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour les éclaircissements autour de l'intervention de l'AME. Et donc, last but not least, Monsieur Omar Khermez pour le côté certification et labellisation au Maroc. C'est Omar de la direction des industries de la pêche. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais projeter rapidement une présentation. C'est bon, vous arrivez à voir? Pas encore. Là, c'est bon. C'est bon? Donc, juste si vous pouviez être bref, Sir Omar, et aller droit aux éléments les plus importants. Merci. D'accord. Rapidement, ce que je voulais partager avec vous et surtout avec les responsables des entreprises de valorisation des produits halieutiques, c'est la publication du socle juridique qui concerne le label halieutique. Donc, c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant quelques années. Et aujourd'hui, on a tous les textes, pratiquement tous les textes juridiques qui sont publiés, y compris la loi, les décrets, les arrêtés. Il manque un seul arrêté qui est au niveau du SCGG aujourd'hui. Donc le label halieutique, il fait partie des signes distinctifs d'origine et de qualité. C'est des signes officiels marocains. Donc ça fixe les conditions dans lesquelles les signes distinctifs doivent être reconnus, attribués, utilisés, protégés. Et ça détermine les obligations et responsabilités qui incombent à ceux qui entendent en bénéficier. Donc, au niveau des signes, l'objectif de ces signes distinctifs d'origine et de qualité, c'est la préservation de la diversité des productions, la promotion du développement des filières et la valorisation des produits et des revenus des producteurs, et aussi l'information des consommateurs. Au niveau des signes distinctifs d'origine et qualité, il y a trois types. Il y a l'indication géographique, il y a l'appellation d'origine et il y a le label halieutique. Nous, au niveau du secteur de la pêche, on s'intéresse plus au label halieutique qui est plus adapté à nos produits. Mais on peut, au niveau de la loi, on peut aussi aller vers l'indication géographique ou l'appellation d'origine. Ici, c'est un exemple de la procédure qui est établie au niveau du département de l'agriculture. Aujourd'hui, nous, on travaille sur nos propres procédures. Donc, il s'agit que ce soit un groupement de producteurs, collectivités locales ou administrations,
qui dépose une demande au niveau du département de l'agriculture. Cette demande est examinée par une commission nationale et s'il y a l'avis favorable, il y a une décision de reconnaissance du signe, donc enregistrement à l'ONPIC, publication au niveau du bulletin officiel et enregistrement au niveau du registre du département de l'agriculture. Donc, par rapport aux autres certifications, il y a l'éco-certification, on en a parlé tout à l'heure, donc ce qui concerne la sardine et l'anchois. Et il y a un deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est l'enquête que nous sommes en train de mener par rapport aux certifications, labellisation au niveau de notre industrie halieutique. Donc c'est tout récent, on a lancé ça en février 2022, il y a moins d'un mois. Et ça concerne tout ce qui est sécurité sanitaire, pêche durable, production biologique, qualité, commerce équitable. On a vraiment essayé de couvrir tous les aspects des certifications et labellisation, aussi tout ce qui concerne la normalisation, les normes ISO, et puis l'approche marque. On a essayé de voir auprès des industries à quel niveau ils sont en marque propre par rapport au chiffre d'affaires, aux marques MDD ou aux marques clients. Donc c'est une enquête qu'on a lancée au niveau national auprès de toutes les unités de traitement des valorisations des produits de la mer. Et aujourd'hui, on commence à obtenir les premiers résultats, mais qu'il faut vraiment prendre avec précaution parce que c'est tout récent. On est en train d'examiner les résultats et de voir tout ça. Donc, on a touché 339 établissements au niveau national. Leur répartition est régionale et par activité n'est pas très intéressante. Au niveau de la sécurité sanitaire, donc sans surprise, c'est le HACCP qui domine au niveau de nos industries. Lorsqu'on examine par filière, on va se rendre compte que l'HACCP domine dans les activités de congélation, conditionnement de poissons frais. Si on va vers la conserve, on va se retrouver avec le BRC, l'IFS, le FDA qui domine pour tout ce qui est sécurité sanitaire. Pour la pêche durable, aussi sans surprise, c'est le FOS, c'est peut-être le label le moins contraignant en ce qui concerne la pêche durable. On a aussi des résultats par rapport au procédé kasher halal, 62 certifications au niveau national, le bio 11 certifications, tout ce qui est RSE, on en a parlé tout à l'heure, donc les entreprises marocaines s'intéressent de plus en plus aux démarches RSE, responsabilité sociétale et environnementale, donc 39 établissements certifiés aujourd'hui. En ce qui concerne les ingrédients, les intrants, comme le Marine Trust, on a 38 certifications. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment en cours de traitement, mais je voulais partager ça avec vous. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ça au niveau national. Le dernier point, peut-être, c'est tout ce qui est normes ISO. Sur les 337 établissements enquêtés, on a une centaine qui sont déjà certifiés, mais c'est moins d'un tiers, moins de 30%. Je trouve que c'est peut-être peu pour tout ce qui est management de la qualité, management de l'environnement, les ISO 22000, 14000 et tout ça. Il faut par la suite benchmarker par rapport aux autres secteurs, benchmarker par rapport à l'agroalimentaire, aux autres secteurs industriels marocains. Mais pour pouvoir situer notre secteur au niveau des normes ISO. Mais c'est peut-être un peu. Et voilà, merci pour votre attention. Merci, c'est Omar. Alors, pour information, on n'a pas vu la deuxième moitié de la présentation ici dans la salle parce qu'on avait un problème technique. Mais je signale à toutes les personnes présentes en ligne et en présentiel ici que toutes les présentations seront distribuées
Donc, ce qui permet aussi de compenser un petit peu le fait qu'on ait pressé certains d'entre vous dans leur présentation, enfin en tout cas certains plus que d'autres. Je souligne l'effort qui a été fait par les personnes ici en présentiel en particulier, parce qu'on a largement débordé, pourtant les personnes sont restées jusqu'au bout, donc merci tout le monde. Avant de donner le mot de la fin à Madame Lamia Znaghi, directrice de la FENIP, je voulais remercier tous les panélistes, toutes les personnes présentes en ligne, toutes les personnes présentes physiquement ici en présentiel. J'espère que l'information que vous aurez reçue a été riche. Je pense qu'elle l'a été. La preuve, c'est comment est-ce qu'on a débordé. Donc, beaucoup de présentations seront réparties par la suite. Ça montre aussi à quel point est-ce qu'on a beaucoup de choses à dire autour du secteur et son importance pour les opérateurs, pour les institutionnels. Donc, je pense que la prochaine fois, on va devoir prévoir beaucoup plus de temps que ça. Et voilà, encore une fois, merci à tous. Si jamais il y a eu des manquements de notre part, je vous prie de les excuser. Si jamais ça vous a plu, j'espère que vous allez en parler autour de vous et qu'on se retrouvera l'année prochaine pour une 3e conférence. Et je cède le mot de la fin à Madame Znaghi et merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Zakaria. Merci à l'ensemble des participants, nos partenaires. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre engagement, pour votre dévouement, pour le soutien à la réussite de cet événement qui est très, très important. Donc, la durabilité, on n'a plus besoin de démontrer son importance. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Nous sommes tous engagés autour d'une même ambition, c'est vraiment de hisser ce secteur, ce beau secteur et cette précieuse richesse nationale au plus haut possible. C'est notre ambassadeur à l'échelle internationale et c'est aussi une richesse nationale qu'il faut préserver et maintenir. On remercie à l'occasion les hommes et femmes du secteur qui font tout pour que ce secteur soit préservé et qu'il continue à rayonner. Bien sûr, au niveau du secrétariat, notre travail ne s'arrête pas ici. Avec le CIPO, nous travaillerons avec notre expert international, M. Ababouche, pour que certaines recommandations qui sortent et qui émanent de notre rassemblement d'aujourd'hui puissent être matérialisées sous forme d'actions concrètes, notamment l'une qui se dessine actuellement et qui se profile, c'est l'élaboration d'une charte sur la durabilité. Tout à l'heure aussi, M. Ababouche l'a cité, le partenariat avec les pays africains est très très important et aussi nouer un réseau international des plus forts. Et on remercie et on sollicite la FAO à ce sujet pour que nous puissions travailler tous ensemble. C'est une question qui est internationale, qui concerne tous les pays et on compte sur la mobilisation de tous. Donc je vous remercie d'avoir patienté. On s'excuse, mais les thèmes étaient tellement riches qu'on ne pouvait pas empêcher nos panélistes vraiment de partager généreusement avec nous toutes ces informations. Et je vous invite tout de suite, sans plus tarder, à un cocktail de fin. Et je remercie infiniment les personnes qui sont avec nous en ligne, qui ont patienté et qui ont contribué au rayonnement de cet événement. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt. Merci beaucoup.